Olivier Roy rend impossible, bien sûr, cette semaine, même dans cette rubrique politique, d'échapper à ces hommages, à cet anniversaire de la mort de celui qui aura marqué la politique locale et la politique nationale pendant des décennies. Georges Frêche, bien sûr, décédé le 24 octobre, c'était il y a 1 an et 1 jour. On va en parler aujourd'hui, on va en parler dans les prochains jours aussi, jusqu'à une émission spéciale qui aura lieu, on en reparlera ce jeudi à 20h45 sur TV Sud. Frédéric Bord et Laurent Blondiau nous ont rejoints. Bonsoir. Frédéric Bord, ancien directeur de cabinet de Georges Frêche à la région. Laurent Blondiau, ancien directeur de la communication de Georges Frêche. Première question d'abord, qu'êtes-vous devenu depuis 1 an On va d'abord poser la question à Laurent Blondiau. Mais écoutez, après quelques mois à Pôle emploi, j'ai trouvé un travail au sein de l'agence de communication Wonderful à Montpellier, qui s'illustrait notamment avec ce calendrier en faveur des aveugles de France avec Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn en aveugle. Donc vous avez affublé les différents femmes et hommes politiques de France de lunettes. Vous avez fait le tour de France avec ça. Oui, tout à fait. On a fait un buzz. C'était pour que je continue à avoir un surnom qui s'appelle Monsieur Buzz, donc j'étais obligé. Non, globalement, je pense qu'aujourd'hui tout va bien et je reste dans mon métier d'origine, journaliste comme vous l'êtes, je l'ai été, aujourd'hui homme de communication, et donc avec des sujets passionnants, notamment la Fédération des aveugles et bien d'autres encore. Frédéric Bord, pour ma politique, part, bien sûr. Moi, d'un poste de directeur de cabinet à un autre. Oui, bien sûr, mais j'ai souhaité prendre mes distances avec la région. Vous savez, j'étais le bras droit de Georges Frêche. Il disparaît. Il me semblait nécessaire de prendre un peu de distance, de prendre le recul pour retrouver une liberté de parole, une liberté de ton dont je m'apprête dans les jours qui viennent à faire usage. Alors, vous n'avez pas quitté la région, vous êtes à Narbonne, alors, vous avez quitté la région de Montpellier. Je suis languedocien profondément. Mais vous êtes à Narbonne et vous êtes aux côtés de Jacques Bascou, c'est ça ? Député maire de Narbonne. Absolument, je suis directeur du cabinet de la ville de Narbonne et puis je m'apprête dès l'année prochaine à rejoindre mon métier d'origine qui est l'université. Et donc voilà, mais c'est un jour particulier. Entre autres, il y a aussi des échéances électorales dont on va parler dans quelques minutes. On parlait d'hommage, on verra dans le journal l'hommage rendu à la mairie de Montpellier. Comment vous avez vécu, vous, ce premier anniversaire, cette première commémoration de la mort de Georges Frêche, Laurent Blondiau ? Tout simplement, personnel. Tout simplement, c'est vrai qu'hier je me suis fait un plaisir de regarder Planète qui diffusait le film Le Président. Moi, je crois que Frédéric partage mon opinion. On n'a pas voulu être dans des associations, on n'a pas voulu. On a notre Georges Frêche à nous, on l'a suivi pendant 6 ans et notamment 3 ans à la région. Tout cela nous suffit amplement. Je crois qu'on a remporté une belle victoire en 2010, qui n'était pas acquise en 2007 lorsque nous sommes arrivés à la région. Et je dirais, chacun dans cette ville, dans cette région, a son Georges Frêche à lui. Nous, on a le nôtre, et ça me suffit amplement. Je n'ai pas besoin d'adhérer à quelconque association ou de prouver effectivement mes morceaux de fraîchitude. Je crois que l'expression est de Frédéric dans une récente émission, et ça me va tout à fait. Je crois il faut respecter cet hommage-là aussi. C'est une date qui fait remonter un certain nombre d'émotions. Bon, c'est vrai que c'était quelqu'un dont nous étions très proches. Il nous a quittés brutalement. Bon, d'un coup, le monde s'effondre un peu autour de vous. Et il faut du temps pour réappréhender les choses sans lui, sans faire de sentimentalisme au petit pied. Donc voilà, après, vous savez, Georges Frêche, il appartient à tous et à toutes. À tous ceux qui l'ont aimé, apprécié, à tous ceux qui l'ont détesté sur le moment, qui l'ont combattu, puis qui aujourd'hui trouve que globalement, il était quand même important. Alors moi, je crois que je partage le sentiment de la majorité des gens de Montpellier et de cette région. Bon, il laisse beaucoup de vide. Et il laisse du vide politique, évidemment. Bon, c'était un grand leader, on le sait. Il disparaît forcément, crise de succession, débat dans la succession. Puis il laisse aussi un vide intellectuel. Parce que Georges Frêche, c'était une forme d'intelligence en politique. Il n'avait pas le monopole, bien sûr, mais il apportait une manière de voir les choses. Il donnait des analyses qui entraînaient l'adhésion, l'enthousiasme de certains. Et aujourd'hui, force est de constater que nous sommes en mal, à la fois de perspective intellectuelle pour Montpellier, et en même temps, bien sûr, on est comme toujours dans ces circonstances-là, en recherche d'un nouveau responsable politique qui émerge. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce moment. Il faut l'affronter. En même temps, Frédéric Bord et Laurent Blondiau, vous avez effectivement réagi, la création de l'association, mais pourquoi pas aussi, après tout, créer une association pour essayer
de réfléchir à ce qu'a pu apporter Georges Frêche tout au long de son parcours. Comme vous disiez, chacun son Georges Frêche, et ça peut être utile, bien sûr, bénéfique de faire vivre cette mémoire-là. Non, mais il faut être clair, il n'y a personne qui a des attitudes qui seraient en elles-mêmes condamnables. Mais c'est vrai qu'il y a une course à la commémoration, parce qu'on sent bien que la marque Frêche est à capter. Et qu'il va falloir, pour certains, à tout prix obtenir un label de fraîchitude. Écoutez, la chance que nous avons avec Laurent Biondeau, c'est que nous n'avons pas besoin de faire de démonstration de la proximité qui nous a unis avec Georges Frêche. Donc partant de là, on laisse à chacun le soin d'essayer de récupérer des quartiers de noblesse de la Fréchie. Sans en faire trop, mais Georges Frêche, l'association, présidée par Claude Cougnac, elle est aussi présidée de façon honorifique par Claudine Frêche. Je ne pense pas que Claudine Frêche ait besoin de faire assaut de fraîchitude, Frédéric Bord. Encore une fois, je ne parle pas de... Franchement, sur l'association, moi je respecte tout à fait les gens qui l'ont créé, je respecte ceux qui y ont adhéré. Je pense que voilà, encore une fois, chacun son choix. Il y a pas de... Moi je ne condamne pas, je dis simplement, travaillons pour le futur. Et Frédéric parlait du vide politique. Moi, il se trouve qu'aujourd'hui, je travaille tous les jours dans une agence de communication. J'ai des clients complètement différents, privés ou publics. Il n'y a pas un seul jour où on n'en parle pas de Georges Frêche. Et je peux vous dire que quand on en parle de Georges Frêche, c'est pour... soit conter une anecdote, mais surtout exprimer ce que disait Frédéric, c'est ce grand vide qu'il laisse dans la vision de la ville, dans la vision de la région. Et effectivement, à un moment donné, il y aura besoin de retravailler ça. Et moi, je pense que la commémoration ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut préempter effectivement l'avenir. Pour ajouter à ce que dit Laurent, bon, je pense qu'on a moins besoin de gardiens du temple que de passeurs aujourd'hui. On a besoin en effet de regarder un peu vers l'avenir et de s'inspirer non pas du programme réalisé de Georges Frêche sur Montpellier et dans la région, mais des attitudes qui étaient les siennes vis-à-vis des difficultés qu'il a rencontrées en 30 ans à la tête des collectivités les plus importantes. Aujourd'hui, on a un peu l'impression, si vous voulez, qu'un certain nombre de gens fonctionnent comme des canards à qui on a coupé la tête. C'est-à-dire ils continuent la même marche, mais ils ne se posent plus la question de savoir si cette marche va dans le bon sens. Et je crois que ce que on peut retenir de Georges Frêche, de son parcours, puisqu'aujourd'hui on évoque sa mémoire, son souvenir, c'est qu'il avait cette capacité à analyser les choses comme elles étaient. Il prend la responsabilité de la ville à la fin des années 70 et il comprend très vite avec Raymond Dugrand que la ville va être tirée par son expansion urbaine. Et du coup, il se dote de tous les outils nécessaires pour faire en sorte que Montpellier puisse profiter de cette augmentation urbaine importante. Il arrive à la région, il comprend que le saupoudrage de Jacques Blanc doit être stoppé pour essayer de faire émerger un certain nombre de grands projets sur lesquels on concentre des crédits. La question que l'on peut se poser naturellement aujourd'hui, c'est est-ce que le chemin qu'il a tracé pour Montpellier est le chemin qui va perdurer sur les 50 ans qui viennent? Je vous le dis carrément, je vous dis non. Je vous dis non, le secteur immobilier qui a tiré Montpellier vers le haut n'est pas nécessairement le secteur qui va nous permettre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, compte tenu de la crise économique que nous vivons, de continuer à être un moteur de croissance pour Montpellier. Nous avons besoin de mettre nos œufs dans d'autres paniers. Et pour cela, il faut engager une réflexion. On vous sent déjà en campagne pour les législatives. Non, je parle avec bonheur de Montpellier et de la région, parce que vous savez, on ne peut pas travailler avec Georges Frêche sans aimer les habitants de ce pays. Et si on les aime, on leur doit d'être un peu intelligent par rapport à la situation. On va écouter une personne qui était en différent avec Georges Frêche, en tout cas la dernière année qui précède la mort de Georges Frêche, c'est Hélène Mandroux. Alors, il y a eu une commémoration, effectivement, hier en mairie, la seule commémoration semi-publique, on va dire, c'était dans le hall de la mairie, même si ça n'avait pas été effectivement appelé au public. Il y avait principalement des employés de la mairie, des élus aussi du conseil municipal. Alors, j'ai quand même rappelé en interview hier à Hélène Mandroux qu'elle était quand même en froid, très clairement, avec Georges Frêche dans les derniers mois, la dernière année. La question, c'est est-ce qu'elle se considérait proche de lui malgré la guerre politique déclarée, notamment depuis les régionales? Écoutez sa réponse. Je faisais partie de ses amis, mais surtout, moi, quand j'avais quelque chose que je n'étais pas d'accord avec lui, je le lui ai toujours dit. Et on se parlait très souvent entre quatre yeux. Et au-delà des petites phrases qu'il pouvait prononcer, moi, personnellement, je savais très bien qu'au fond de lui-même, il ne les pensait pas. Et c'est un homme que j'ai profondément respecté. Mais quand je n'étais pas d'accord avec lui, je le lui disais tout simplement. Frédéric Bord, il ne pensait pas ce qu'il a pu dire sur Hélène Mandroux? Vous savez, Georges Frêche, c'était d'abord et avant tout un homme politique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait de la politique avec sa tête et pas avec ses tripes.
Et donc je ne crois pas que c'était quelqu'un qui pouvait être haineux ou passionnément amoureux de ses concurrents. Donc il avait un regard froid sur tout ça. Il a partagé en effet un certain nombre d'années à Montpellier où Hélène Mandreau était sa première adjointe et elle a raison de se souvenir de ce moment-là. C'est vrai que la dernière année, j'en sais quelque chose puisque j'étais son directeur de campagne, on a eu un affrontement qui laisse des séquelles aujourd'hui dans la région qui sont dommageables, sur lequel il va falloir aujourd'hui revenir parce qu'il faut se rassembler. Ce qui compte, vous savez, c'est ce qui va se passer dans quelques mois pour l'élection présidentielle. Et pour cela, il faudrait que le département de l'Hérault et que dans cette région, on mette un peu de baume sur les plaies. C'est possible, ça? Mais bien sûr que c'est possible. Vous savez, on sent beaucoup de divisions, on sent que les divisions se creusent, il y a des clans qui se mettent en place, on sent bien il faut tourner la position de Robert Navarro, par exemple, qui est attaqué par ailleurs et qui s'est fait le porte-parole de François Hollande. Il y a les autres qui sont pour ça a l'air très compliqué. Pour réagir sur ce que vous dites, c'est vrai que Robert Navarro est un point de fixation aujourd'hui, mais il est clair qu'il faut que nous travaillions tous à la place que nous occupons. Moi, j'ai une place dans le militantisme hérontais qui permettent de tourner la page. De tourner la page parce que on a perdu notre meilleur agent électoral. Avec Georges Frêche, c'était facile. Il était candidat aux élections, il y gagnait. Bon, Georges Frêche n'est plus là. Et dans quelques mois, il y aura des élections législatives, et dans quelques mois, il y aura des élections municipales, et dans quelques mois, il y aura des élections régionales. Et il faudra qu'à nouveau la gauche soit en situation de l'emporter. Et pour ça, il faut qu'on fasse un minimum d'autocritique et qu'on opère le rassemblement qu'on n'a pas pu organiser autour de Georges Frêche. Il n'en avait pas vraiment besoin du rassemblement, puisqu'il était arrivé, et Laurent Blondiau pourrait en dire quelques mots, à incarner le Languedoc-Roussillon dans une opposition par rapport à Paris. Mais ce qui s'est passé à la dernière élection régionale ne va pas se reproduire à toutes les élections. Et il va bien falloir qu'on soit capable, aujourd'hui, d'organiser la gauche avec moins de haine, avec plus de compétences, en laissant de la place à de nouvelles générations pour émerger, sans insulter bien sûr ceux qui sont porteurs d'expérience. La page n'est pas tournée. Pour les législatives, c'est bien Paris qui va trancher pour les investitures des uns et des autres. Ah oui, j'ai bien l'impression que malheureusement, une fois de plus, notre département va être mis au banc sur un cas particulier, puisque nous n'aurons pas de vote militant pour désigner nos candidats aux élections législatives. Alors, si cette position-là se confirme, on le verra dans les jours qui viennent, tout se décidera sur le tapis vert de la rue de Solferino. Alors, question peut-être de détail, mais Frédéric Bord, vous faites partie de la direction collégiale de la Fédération de l'Hérault et on n'a pas le sentiment de vous avoir beaucoup entendu sur ce poste-là. Bon non, parce que si vous voulez, pendant la primaire, moi j'ai souhaité faire en sorte de ne pas utiliser ce moment pour me grandir, pour exister et pour, au fond, rappeler des divisions qui ont profondément mis à mal le fonctionnement de la Fédération de l'Hérault. J'ai considéré qu'après les élections régionales, il fallait tourner une page. C'est pour cela que Georges Frêche m'avait mandaté dans cette direction collégiale. Et je pense que globalement, les primaires se sont tenues très correctement en Languedoc-Roussillon et notamment dans l'Hérault. Maintenant, on passe à une autre phase. Et dans cette phase-là, il faut qu'on soit capable de faire émerger des gens qui seront porteur d'une attitude susceptible, de nouveau, de nous faire retrouver le chemin des électeurs dans ce département. Pierre-Paul, est-ce qu'on a le temps de vous revoir un extrait du président? On a le temps et une séance de coaching, on demandera son avis à l'un des coachs. Resituer peut-être ce film Le Président. Le film Le Président d'Yves Geland qui est sorti le 1er décembre dernier, en 2010, qui avait été tourné pendant la campagne des régionales. Yves Geland avait suivi toute l'équipe et puis Georges Frêche pendant 3 ou 4 mois, même peut-être un peu plus même. Là, on est juste avant un débat avec Raymond Coudert, le candidat UMP au régional, face à Georges Frêche. Et il y a une séance de coaching dans le bureau du président. Média training, c'est parti. Regardez. De toute façon, lui, il va être hyper agressif. Il va, à mon avis, ils doivent se dire, on peut lui faire péter les plombs. Voilà. Donc je pense qu'il faut, et vous, il faut que vous soyez d'un calme olympien. Les électeurs ont déjà tranché au premier tour en m'accordant 34% des suffrages. Passez-moi Gandhi, mettez-le là. Bon, comment vous appelez Coudert dans le débat, etc. Vous l'appelez... Je l'appelle Coucou. Vous l'appelez Monsieur Coudert, vous l'appelez Monsieur le maire. Qu'est-ce que... Vous choisissez ça avant ça. Monsieur l'ancien maire. Sénateur. Je l'appelle Monsieur le sénateur, maire. Et après, vous allez avoir une série de provocations.
Donc les provocations, on en a évoqué quelques-unes dans la fiche qu'on vous a passée, mais ça peut être un peu plus dur, quoi. Hein. Donc si vous voulez, Allez, sortez-les vos provocations. Est-ce que vous pensez vraiment, M. Fraîche, que c'est utile aujourd'hui, dans la misère dans laquelle vous avez mis la région Languedoc-Roussillon, d'ériger des statues? Autre interpellation. J'ai battu la campagne partout. Je suis allé sans les caméras, hein, pas comme vous, M. Fraîche. Mais j'ai vu des gens, vous n'avez aidé personne, vous avez été sectaire. Et là, les graines de la liste des communes, vous n'avez pas été. Laurent Blondiot, il écoutait vraiment parce qu'on a l'impression qu'il prend certaines informations, mais qu'il en fait un peu casse sa tête. Il dit ils sont bien gentils, mais moi, ça fait 40 ans que je fais de la politique, on ne me la fait pas. Les petits jeunes, là? Non, je crois qu'effectivement, ce qui explique la proximité que l'on avait avec lui. Frédéric et moi sommes arrivés avec lui en 2004 à l'agglomération, puis à la région en 2007. Donc on a une histoire relativement courte, mais on a une histoire intense. Intense parce qu'on a vécu ce moment difficile d'arriver à la région en 2007. Il venait de se séparer de son cabinet. Il y avait la fameuse phrase des blagues, des harkis. Il y avait la septimanie. Et quand on est arrivé à la région, peu de gens s'en souviennent, hélas, aujourd'hui, mais la situation n'était pas terrible. On a pris 3 ans avec Frédéric pour remonter la pente, pour faire que du président du conseil régional décrié, il devienne un président de région adulé, puisque je vous rappelle qu'il fait 54% triangulaire au second tour de l'élection de 2010. Et je dirais cette proximité que vous voyez, cette simplicité dans le débat, on avait gagné ça avec lui, mais quand je dis gagner, c'est que d'un côté, il n'y avait pas 2 farfelus, 2 manipulateurs et une espèce de vieil homme musée qui écoutait quand il le voulait. Non, il y avait de la compétence, je pense, et c'est pas de l'immodestie de notre part de le dire. Il y avait notre travail de collaborateur, d'essayer de préparer un débat, comme on l'a vu maintenant, de lui donner les meilleurs arguments. Après, je vais vous dire, on était à la cuisine, nous. On était des gens qui le préparaient, mais quand il montait sur le ring, et Dieu sait si les débats politiques aujourd'hui sont difficiles, et singulièrement cette sphère médiatique qui est compliquée, voilà, on essayait de préparer notre champion, entre guillemets, de la meilleure façon possible. Mais moi, ce que je remarque dans ces images-là, c'est il y avait une complicité entre nous. Et c'est une complicité qui ne trompait personne, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait cette capacité de pouvoir lui dire les choses. Et moi, ce que j'ai apprécié, et je crois que Frédéric, peut-être parce que nous sommes d'une autre génération, effectivement, il avait 70 balais, et moi j'en avais 40 à l'époque, et Frédéric 30, c'est qu'on pouvait lui dire tranquillement les choses. Frédéric Bord, votre sentiment sur ce qu'on a des images qu'on a vues et puis ce que dit Laurent Blondiot? Oui, moi vous savez, je pense qu'il était tendance Mitterrand. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était important, parce qu'il était professeur d'université, il en avait au fond l'habitude, de s'entourer de personnes plus jeunes que lui. Parce que ce qu'il voulait au fond, c'était que 40 ans après sa mort, on puisse en parler. Vous savez, ce n'est pas les pères qui font les fils, c'est les fils qui font les pères. Et il a tissé une relation avec nous, bon, qui était attachante, qui est affective. On le voit là, c'est le parrain de mon fils. Qui fait que dans l'épreuve, une épreuve considérable quand même, son dernier grand combat électoral, cet homme qui était vilipendé à Paris, s'est redressé, devient aujourd'hui une référence. Et comme par magie, on est 1 an après son décès, et au fond, tous ceux qui se sont opposés à lui sont unanimes pour saluer sa mémoire. Ben moi, je suis heureux d'avoir participé à ce redressement à ses côtés. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. D'autres, vous voulez poser d'autres questions, cher Olivier? On va un peu dépasser, sinon on va dépasser, on gardera la suite. Peut-être un juste mot de... un rendez-vous quand Oui, même, bien sûr, 20h45, émission spéciale fraîche, on en parle spéciale fraîche, ce jeudi 20h45. Sur TV Sud, René Gamme, vous l'avez croisé, vous, Georges Fraîche? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes actuellement président délégué, président de l'Arago de Sète. Vous avez été directeur de France Télécom ici en Languedoc-Roussillon. Un mot sur Georges Fraîche, sur vos rencontres. Comme a dit Laurent Blondiot tout à l'heure, je dirais, on a tous son Fraîche. Je dirais, tous les gens de la région ont un jour dans leur vie, dans leur carrière, dans leurs activités, ont croisé Georges Fraîche. Alors moi, j'ai connu un petit peu le Georges de Fraîche d'avant leur arrivée, puisque j'étais en fonction, je dirais, vers les années 2000. Moi, je l'ai croisé particulièrement en 3 circonstances. La première, c'est lorsque on s'est battu ensemble pour obtenir la venue d'un centre d'appel Orange à Montpellier, 400 emplois. Et là, il s'est engagé, je dirais, comme il savait le faire, hein, comme une bête, je dirais. J'ai une anecdote, je dirais, quand on préparait le dossier, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me désigner un chef de projet? Il m'a dit, pour 400 emplois, chef de projet, c'est moi. Et il l'a démontré par la suite. La deuxième fois, il n'y avait pas encore Sud de France, mais j'ai eu je dirais le privilège de partager un voyage de 8 jours en Californie où il essayait d'aller vendre Montpellier et où on accompagnait, je dirais, des chefs d'entreprise avec mon collègue d'EDF.
À cette occasion, j'ai eu l'encore plus grand privilège de partager une partie de belote, bien connue. Ah non, mais ça, pour la belote, ils ont donné, là. Pour la belote, Et puis, la dernière fois où je l'ai croisé, je dirais... C'est avec l'Arago de 7. Voilà, c'est lorsque il lui était venu l'idée de vouloir fusionner le MUC et l'Arago. Ça a été un peu compliqué. C'est peut-être pas ce qu'il a fait de meilleur dans sa carrière. Il n'a pas tout réussi, Il n'a Voilà. pas tout réussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. René Gam, vous restez avec nous. Olivier, je vous libère. Par contre, je garde le troubadour. À tout de suite.